Chapitre 1er. Marchandise, monnaie, richesse et capital. La marchandise est un objet qui a deux sortes de valeurs. La valeur d'usage et la valeur d'échange, ou la valeur proprement dite. Si je possède par exemple 20 kg de café, je peux soit les consommer pour mon propre usage, soit les échanger contre 20 mètres de toile, ou contre un habit, ou contre 250 grammes d'argent, si au lieu du café, j'ai besoin de l'une ou de l'autre de ces trois marchandises. La valeur d'usage de la marchandise est fondée sur les qualités propres de cette marchandise, laquelle est, en vertu de ses qualités, destinée à satisfaire tel de nos besoins et non tel autre. La valeur d'usage de 20 kg de café est fondée sur la qualité que le café possède. Qualité que le font apte à nous fournir le breuvage que chacun connaît, mais qui ne le rendent pas capable de nous vêtir ni de nous servir de matière pour une chemise. Pour cette raison, nous ne pouvons profiter de la valeur d'usage des 20 kg de café que si nous éprouvons le besoin de boire du café. Mais si, au contraire, nous avons le besoin d'une chemise ou d'un habit, nous ne savons que faire de la valeur d'usage des 20 kg de café. Ou pour mieux dire, nous ne saurions qu'en faire si, à côté de la valeur d'usage, il n'y avait pas, dans la marchandise, la valeur d'échange. Il arrive que nous rencontrions une autre personne qui possède un habit mais qui n'en a pas besoin, et qui au contraire a besoin de café. Alors il se fait tout de suite un échange. Nous lui donnons les 20 kg de café, et elle nous donne l'habit. Mais comment se fait-il que les marchandises, bien qu'elles diffèrent toutes entre elles, par leurs qualités diverses, c'est-à-dire par leur valeur d'usage, puissent néanmoins s'échanger toutes entre elles en des proportions données? Nous l'avons déjà dit, c'est parce que, à côté de la valeur d'usage, il existe dans la marchandise la valeur d'échange. Or, la base de la valeur d'échange, ou valeur proprement dite, c'est le travail humain nécessaire pour la production. La marchandise est procréée par le travailleur. Le travail humain est la substance génératrice qui lui donne l'existence. Toutes les marchandises, donc bien que différentes entre elles par leur qualité, sont parfaitement identiques dans leur substance, parce que, filles d'un même père, elles ont toutes le même sang dans leurs veines. Si 20 kg de café s'échangent contre un habit, ou contre 20 mètres de toile, c'est précisément parce que pour produire 20 kg de café, il faut la même quantité de travail humain qu'il en faut pour produire un habit, ou 20 mètres de toile. La substance de la valeur est donc le travail humain, et la grandeur de la valeur est déterminée par la grandeur de ce travail humain. La substance de la valeur est la même dans toutes les marchandises. Il n'y a donc qu'à en égaliser la grandeur pour que les marchandises soient, comme expression de la valeur, toutes égales entre elles, c'est-à-dire toutes échangeables les unes contre les autres. La grandeur de la valeur dépend de la grandeur du travail. En 12 heures de travail, on produit une valeur double de celle qui est produite en 6 heures seulement. Donc, dira peut-être quelqu'un, plus un ouvrier est lent à travailler, par inhabilité ou par paresse, et plus de valeur il produit. Rien de plus inexact. Le travail qui forme la substance de la valeur n'est pas le travail de Pierre ou celui de Paul, mais un travail moyen, qui est toujours égal et qui est dit proprement travail social. C'est le travail qui, dans un centre de production donné, peut être effectué en moyenne par un ouvrier travaillant avec une habileté moyenne, en une intensité moyenne. Connaissant le double caractère de la marchandise, d'être à la fois une valeur d'usage et une valeur d'échange, on comprendra que la marchandise ne puisse naître que par l'opération du travail et d'un travail utile à tous. L'air par exemple, les prairies naturelles, la terre vierge, etc., sont utiles à l'homme, mais ne constituent pas pour lui une valeur parce qu'ils ne sont pas un produit de son travail, et par conséquence ne sont pas des marchandises. D'autre part,
Nous ne pouvons fabriquer pour notre propre usage des objets qui ne pourraient être utiles à autrui. Dans ce cas, nous ne produisons pas des marchandises. Et nous en produisons encore moins quand nous travaillons à fabriquer des objets qui n'ont aucune utilité, ni pour nous, ni pour les autres. Les marchandises, donc, s'échangent entre elles, c'est-à-dire que l'une se présente comme l'équivalent de l'autre. Pour la plus grande commodité des échanges, on convient de se servir toujours comme équivalent d'une certaine marchandise donnée. Celle-ci sort par là, du rang de toutes les autres, pour se placer en face d'elle comme équivalent général, c'est-à-dire comme monnaie. La monnaie est donc la marchandise qui, par habitude ou par sanction légale, a monopolisé la fonction d'équivalent général. C'est ce qui est arrivé chez nous pour l'argent. Tandis que, primitivement, 20 kilos de café, un habit, 20 mètres de toile et 250 grammes d'argent étaient 4 marchandises qui s'échangeaient indistinctement entre elles, aujourd'hui on dirait que 20 kg de café, 20 mètres de toile et un habit sont 3 marchandises qui valent chacune 250 grammes d'argent, c'est-à-dire 50 francs. Mais soit que l'échange se fasse immédiatement d'une marchandise contre une autre, soit qu'il se fasse par l'intermédiaire de la monnaie, la loi de l'échange reste toujours la même. Une marchandise ne peut jamais s'échanger contre une autre si leurs valeurs d'échange ne sont pas égales. Si le travail nécessaire pour produire l'une n'est pas égal au travail nécessaire pour produire l'autre. Il faut bien retenir cette loi, parce que c'est sur elle que se fonde tout ce que nous aurons à dire par la suite. Une fois la monnaie apparue, les échanges directs ou immédiats de marchandises contre marchandises cessent. Les échanges, dorénavant, doivent tous se faire par l'intermédiaire de la monnaie, en sorte qu'une marchandise qui veut se transformer en une autre doit, d'abord, de marchandise se transformer en monnaie, puis de monnaie se transformer en marchandise. La formule des échanges, donc, ne sera plus une chaîne continue de marchandises, mais une chaîne alternative de marchandises et de monnaie. La voici. Marchandise, monnaie, marchandise, monnaie, marchandise, monnaie. Or, si dans cette formule nous trouvons indiqué le cercle que parcourt la marchandise dans ses transformations successives, nous y trouvons également indiqué le cercle parcouru par la monnaie. Et c'est de cette formule que nous extrairons la formule du capital. Quand nous nous trouvons en possession d'une certaine accumulation de marchandises ou de monnaie, ce qui est la même chose, nous sommes possesseurs d'une certaine richesse. Si à cette richesse nous pouvons faire prendre un corps, c'est-à-dire un organisme capable de se développer, nous aurons le capital. Prendre un corps ou un organisme capable de se développer veut dire naître et croître. Et, en fait, l'essence du capital repose précisément sur la possibilité d'obtenir que la monnaie prolifère. La solution du problème, trouver le moyen de faire naître le capital, dépend de la solution de cet autre problème. Trouver le moyen de faire à l'argent des petits, ou plutôt, trouver le moyen de faire augmenter l'argent progressivement. Dans la formule qui indique le cercle parcouru par la marchandise et la monnaie, ajoutons au terme monnaie un signe qui indique une augmentation progressive, en l'exprimant par exemple par un chiffre. Nous aurons monnaie, marchandise, monnaie 1, marchandise, monnaie 2, marchandise, monnaie 3. Voilà la formule du capital.